Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 beaux invités, Laurent Arthur Duplessis, bonjour. Bonjour. Cyril Benassar, bonjour. Bonjour. François Bert, excuse-moi François. Dieu sait si on se connaît pourtant. François Bert. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Chevrier. Bonjour. Bonjour à tous. 3 beaux sujets aussi. Alors, les sujets, c'est Zemmour qui engrange des ralliements. On va voir quel impact ça peut avoir sur la campagne électorale, sa campagne électorale, et peut-être celle de Marine Le Pen. Deuxième sujet, desserrement des restrictions sanitaires. Certains disent que c'est une manipulation de la campagne présidentielle, que c'est trop tôt. On va revenir là-dessus. Troisième sujet bien grave, c'est l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une menace de 3e guerre mondiale ? Est-ce que tout ça est sérieux ? Est-ce que c'est la diplomatie ou l'armée qui doit parler ? On en parlera également. Et on se retrouve dans quelques secondes, sachant qu'il y a notre caricaturiste Ignace qui va faire de drôles de têtes aux invités, moi y compris. Allez, à tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est Éric Zemmour qui engrange des ralliements principalement venus du Rassemblement national, accessoirement des Républicains. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un paradoxe. Est-ce que ces ralliements qui sont censés le renforcer, est-ce qu'ils n'ont pas pour effet de renforcer également Marine Le Pen ? J'irai chercher les invités sur ce sujet-là et je cède la parole en premier à Philippe Chevrier. Écoutez, les ralliements de l'électorat se sont déjà faits, parce que déjà Marine Le Pen a perdu un tiers de son électorat, on peut dire. Donc, est-ce que ces ralliements vont apporter quelque chose de nouveau ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que chacun de ces gens pris à part entraîne avec eux une masse d'électorat importante. Moi, la question que je me pose et que je constate, c'est la déclaration de Marion qui s'est désolidarisée de Marine. Vous avez au cœur de l'histoire, hein. Vous êtes tout de suite sur Marion Maréchal. Moi, j'ai créé un parti politique, justement, en parallèle, pour essayer de récupérer des gens du Rassemblement national. Et je me suis aperçu que les gens ne voulaient pas quitter le Rassemblement national, non pas parce qu'ils avaient une ferveur terrible pour Marine. Elle a existé, cette ferveur. Quand Marine a pris le parti et qu'elle avait déclaré qu'elle reprendrait tout ce que son père avait fait, etc., il y avait eu à ce moment-là une certaine ferveur, mais elle s'est très nettement descendue. Et aujourd'hui, les gens, j'ai constaté que les réponses qu'ils me donnaient, c'était ah oui, mais il y aura Marion un jour. Il y aura Marion. On reste parce qu'il y aura Marion. Là, Marion a dit « je me désolidarise de Marine ». Ça, à mon avis, ça va avoir un impact important sur l'électorat et sur le score de Marine. D'accord. Alors, OK, j'entends bien ça. Néanmoins, cet impact, pour l'instant, dans les intentions de vote, on ne le voit pas. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, Philippe, il y a eu des votants qui sont partis. Autrement dit, Marine Le Pen, qui était dans les intentions de vote, au-delà des 20% et maintenant au-dessous. Mais il n'empêche que les derniers sondages, ils disent tous 1 Macron, 2 Le Pen, 3 Pécresse. Mais je pense que Zemmour endosse aujourd'hui, contraint et forcé, le rôle de candidat diabolisé, qu'avait autrefois Marine et avant elle son père. De ce fait-là, c'est maintenant sur son nom que se porte le mutisme d'un certain nombre de sondés, me semble-t-il, qui n'osent tout simplement pas dire aux sondeurs qu'ils vont voter Zemmour. Et je crois qu'il y a une sous-estimation substantielle du vote de Zemmour à cause de ce phénomène de diabolisation de Zemmour, car vous avez remarqué que les médias sont d'une gentillesse avec Marine maintenant. Ils sont câlins, ils sont polis, ils sont courtois.
Ça n'a pas toujours été le cas. Et maintenant, Marine apparaît comme étant dans le cercle de la raison, selon l'expression d'Alain Menck, alors que Zemmour est projeté par les médias en dehors du cercle de la raison. Et vous pensez qu'il y a ce phénomène qui aboutissait effectivement à ce que les sondeurs corrigent le vote du Front National du temps de Jean-Marie Le Pen et quand il est devenu plus fort avec Marine Le Pen, corrige ce vote. Vous pensez qu'ils n'en tiennent pas compte ou insuffisamment pour Zemmour ? Je crois. Zemmour est considéré comme non convenable parce qu'il soulève des thèmes qui dérangent énormément le politiquement correct et donc on le pénalise dans les sondages, me semble-t-il. D'accord. Ce que je disais, François, je vais vous céder la parole, je vous vois prendre des notes, je vais essayer d'en profiter. Ce que je disais, c'était que peut-être ces ralliements aboutissent à recentrer encore Marine Le Pen et à finalement achever sa stratégie étant d'être finalement peut-être plus mainstream. Alors, certains disaient, étant devenue mainstream, elle ne nous intéresse pas, mais il n'empêche qu'elle capte de plus en plus de voix. Et c'est ça, sa stratégie. Sa stratégie, certains disent, maintenant, c'est d'arriver au pouvoir. Avant, c'était de faire de la figuration. Oui, mais Marine, c'est le rêve de Macron au second tour, Marine. Oui. Donc, tout est fait pour la pousser, Marine. Bien sûr. Les médias sont gentils avec elle, les sondeurs la glorifient, tandis que Zemmour, c'est l'empêcheur de tourner en rond pour l'Élysée, et donc Zemmour est voué aux gémonies. Et mon cher, il faudrait aussi que Marine ait les capacités d'arriver au pouvoir. Et moi, j'ai un sérieux doute par rapport à ça. C'est sa troisième tentative. Les deux premières ont été quand même catastrophiques. Et je ne vois pas qu'il y ait une différence fondamentale avec la troisième. Malgré ce que vous avez exprimé et son changement de ligne. Ouais. Mais en termes de niveau, le niveau n'a pas augmenté, malheureusement. François Bert, ce que je disais sur le recentrage, ça vous parle ? Pour moi, tout ça, en fait, c'est marginal. C'est-à-dire que ma réflexion profonde, c'est que le fait majeur de la politique aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens font des choix par défaut sur la politique qui est devenue un sport de riches. La très grosse majorité de la population se sent complètement déconnectée, de manière générale, de l'élite politique. Pourquoi ? Parce que, je le répéterai jamais assez ici, il y a un problème de casting, on n'a pas le bon casting. On a le choix entre Séraphin Lampion et Tournesol. Oui, ok, mais on fait avec ce qu'on a. Mais déjà, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, et c'est lié, c'est qu'il faut analyser un peu, et c'est peut-être l'axe que j'aime rapporter, la politique sur le temps long, plutôt que de faire, comme tous les médias et comme tous les instituts sondagiers, de l'écumologie sur du temps court. De voir qu'il y a deux sondages qui bougent, et ça y est, tout bouge. Les choses... Okay. Voilà. Comment faire en sorte de prendre en compte le temps long ? Là-dessus, trois réflexions. La première, c'est que là où il peut y avoir effectivement des ralliements, des changements, une fois qu'on a posé ces choses-là, c'est qu'il y a des effets de bascule. C'est-à-dire que vous savez très bien comment ça se passe. Hein. C'est exactement comme si vous êtes sur une planche. Si d'un seul coup, il y a une accumulation d'un côté, d'un seul coup, ça tombe. Donc, un ralliement, deux ralliements, trois ralliements. Au bout d'un certain temps, le doute est mis et effectivement, le ralliement peut faire changer les choses puisqu'il y a un effet d'entraînement. Et que c'est moutonnier et que tôt ou tard, à partir du moment où il y en a suffisamment et suffisamment qui comptent, qui ont rallié, il y aura une bascule qui pourra se faire. Une bascule dans les intentions de vote ? Les intentions de vote, en tout cas entre ces deux partis. Il faudra voir le reste par ailleurs. Ouais. Hein, et ça, d'autant plus que là, je rebondis, que d'un côté un outsider et de l'autre côté une ex-perdante qui quelque part, a déjà fait sa tentative et c'était plutôt un fiasco. Oui, enfin, pardon, les ex-perdants, ils gagnent aussi. François Mitterrand, c'est pour ça qu'on Chirac, reste là-dessus. Mais avec... Ouais. des démonstrations plus ou moins convaincantes. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, c'est ma manière après de voir au-delà, et c'est pour ça que je veux m'extraire simplement de ces petits calculs-là, c'est qu'il y a deux choses, et c'est pour ça que je veux ouvrir le débat pour tout type de candidat qu'on attend. C'est le comportemental. Le comportemental, c'est quoi ? Et ça concerne les deux. C'est pas... Vous voulez dire les deux, c'est Zemmour et Marine Le Pen. Okay. C'est pas de dire on va changer les choses et puis de courir derrière les médias l'un comme l'autre pour aller que dans des débats, l'une pour faire ce point moyen, pour plaire, l'autre pour convaincre tout le temps en éternel polémiste qu'il est. Et donc, tôt ou tard, on a soif de quelqu'un qui aura un comportemental différent, qui aura une prise de parole rare sur les sujets importants et qui ne donnera pas des gages tout le temps à tout le monde dans un système médiatique qui combat, mais dont il se sert de la même façon. Okay. Et la dernière chose, là où je pense qu'il faudrait qu'enfin que notre débat se porte, c'est sur la manière dont on va exercer le pouvoir.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour la conquête du pouvoir, avec des champions justement de la capacité à glaner des voix. On revient à mon premier sujet, c'est pour ça qu'on reste en superficie. Vous parlez des de représentants de commerce ou de Séraphin Lampion. ou de gens qui sont peut-être calibrés intellectuellement, mais qui restent des idéologues, donc qui n'ont pas du coup l'intelligence de la nuance et l'intelligence de l'arbitrage des priorités, etc. Et que moi, j'aimerais voir dans les équipes qui se présentent la manière dont on structure, à terme, l'exercice du pouvoir. D'accord. C'est-à-dire non pas mettre du Guillaume Pelletier, ça s'appelle de l'éternel rapiessage de gens qui sont de la pâte à modeler, idéologique, mais structurer des gens sans doute pas connus qui vont pouvoir à terme exercer le pouvoir. Ok, très bien. J'entends tout ça. Sauf qu'on est à moins de 70 jours du premier tour. Hein. Donc le temps de transformer Séraphin Lampion en Bonaparte, moi, il me semble complètement dépassé. Hein. Ouais, Cyril moi, je Bennassar. ne serais pas du tout aussi sévère que vous sur la qualité des candidats. Je veux dire, on a toujours eu une offre politique très large. On a vraiment de tout. On a des souverainistes qui veulent sortir de l'euro, des souverainistes qui veulent rester dans l'euro. Et on peut aller comme ça jusqu'à l'extrême gauche. On a absolument toute la représentation possible d'une offre politique. Et le lien que vous faites avec l'abstention... C'est une richesse française inouïe. Hein. Oui, moi il me semble qu'à toutes les élections, on peut absolument trouver son pointure à son pied. Et le lien que vous faites avec l'abstention non plus, je le suis pas. Moi je vois autour de moi les gens qui s'abstiennent. Quand je creuse un peu, quand je les interroge, en réalité, ce sont des gens qui s'en foutent. Ce sont des feignants, ce sont des gens qui sont détachés de la politique, pas parce qu'ils trouvent que les candidats n'ont pas assez de qualité, mais parce qu'eux-mêmes sont paresseux, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui préfèrent ce jour-là, ils ont autre chose à faire, et surtout que dans le système français, peut-être occidental, peut-être dans nos social-démocraties occidentales, il y a une espèce de protection inhérente au système, quoi qu'il arrive, et quel que soit l'élu, qui fait que ils ne se sentent jamais en danger. Ils ne vont jamais voter. Les choses ne les intéressent pas. Ils ont leur vie, ils sont dans leur bulle, ils n'ont pas voté. Ça n'est pas... Je trouve qu'on a des candidats de qualité, paradoxalement. Je trouve que Éric Zemmour, il me semble qu'on peut pas lui reprocher de manquer ni d'intelligence, ni de charisme, ni de sincérité. Ce dont parlait François, c'était une sorte de posture. Hein. Je vous cède la parole. Laurent Arthur. Je voudrais soulever un paradoxe, si je peux dire, des systèmes démocratiques. C'est que les qualités sollicitées pour attirer l'attention et se faire élire sont absolument l'inverse, en général, des qualités pour gouverner. Alors, de quoi parle-t-on ? Est-ce que l'on parle de la capacité des uns et des autres à gouverner ou à se faire élire? Parce que c'est pas du tout pareil. Si Richelieu était réincarné aujourd'hui, à mon avis, il serait un bien piètre candidat pour se faire élire, car il cultivait la discrétion, le mutisme, l'inverse de ce qu'il faut pour se faire élire. Je dirais que si Bismarck avait eu à solliciter le suffrage universel direct de l'élection présidentielle française, il aurait été lamentable. Bien sûr, parce qu'il n'était pas séduisant. Il n'était pas séduisant. On l'imagine droit dans ses bottes. Il n'était pas beau gosse, comme on dit aujourd'hui. Et Richelieu, pas tellement non plus, d'ailleurs. Et Bismarck était plutôt abrupt. Il était très mutique aussi. Il était extrêmement secret. Or, pour gouverner, il faut savoir être secret, mutique. Il faut savoir être résilient. L'inverse complet des qualités du batteur d'estrade. Je me souviens de quelqu'un qui disait sur un tout autre terme que Proust ne serait jamais passé dans une émission littéraire parce qu'il était trop timide. Et je crois que c'était Stendhal qui bégayait et qui n'aurait jamais été non plus invité. Certes, mais Modiano vend des livres et malgré c'est vrai, alors que Modiano n'est pas très... Vous avez raison, c'est le tabarly de l'interview. Vous avez raison, il répond un mot sur deux. Mais tout à fait. Et si on file la métaphore, moi je veux écouter Franck Ferrand pour nous raconter l'histoire. Mais s'il faut partir à la guerre de demain, c'est pas lui que je vais suivre. Voilà. Vous voyez bien tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'encore une fois, une chose est de décrire la politique, une chose est d'analyser là où il peut y avoir des difficultés, l'autre chose est de rentrer dans la réalité de l'exercice du pouvoir, qui est une réalité de temps long. Et on peut dire, tous les 5 ans, on va changer la politique, on va réenchanter la politique. On ne changera la politique que quand on changera l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire l'incapacité de vendre un truc. Mais pour moi, il y a un porte-parole du gouvernement qui parle tous les 6 mois, en attendant les ministres au taf, et un président, il parle rarement et autrement que pour dire comment on aère une salle. Ça, c'est la parole rare. Voilà. Certes, mais alors, pour aller jusqu'au bout, et pour rebondir par rapport à ça, et c'est des sujets sur lesquels j'ai longtemps travaillé et que je développe ça depuis 5 ans, c'est que pour moi,
une des réponses sur lesquelles j'ai étudié, c'est travailler vraiment les équipes. C'est-à-dire, moi, c'est mon métier quotidien, je vais dans tous les niveaux et au niveau François, de l'État, d'accompagner, non, laissez-moi finir, d'accompagner des patrons au discernement. C'est-à-dire que ce que je leur apporte, c'est de dire, votre métier, c'est la décision. J'explose de travail aujourd'hui, pourquoi ? Parce que vous le voyez bien sur le Covid, il y a le cœur de sujet, c'est comment on est capable de prendre une décision à hauteur d'homme à portée de main en permanence. C'est là-dessus Oui, mais que tout se fait. François, ok. La question par rapport au sujet, c'est... Je vais en placer une quand même. Oui, mais on se bat là-dessus. Mais la question, c'est comment les équipes, à défaut, encore une fois, d'avoir les bons candidats, parce que comme le souligne Laurent, il y a une question de vente, comment elles se structurent pour exercer le pouvoir. Je ne vois pas aujourd'hui cette structuration. Et pourtant, c'est là que la politique pourrait être différente. J'entends bien. Mais alors, juste un petit rappel historique. Tous les candidats qui ont voulu monter un ticket, type « je serai le président de la République, voilà mon Premier ministre, et voilà les principaux ministres », ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi, d'après vous ? Parce que finalement, parce que l'électeur, il choisit une personnalité, il ne choisit pas une équipe. C'est le paradoxe, c'est peut-être déplorable. Philippe Chevrier. Là, ce débat, moi, je trouve, est très intéressant quand Bien on sûr. veut comparer Marine Le Pen et Zemmour. Oui. Et c'est aussi, moi, ce qui me fait justement choisir Zemmour en tête. Parce que, là encore, je reviens au débat initial, c'était une question de niveau. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, vous êtes capable de constituer une équipe et de juger des gens parce que vous avez le niveau qui vous permet de juger les capacités des uns et des autres à faire des choses. Parce que décider, c'est très bien, mais déléguer, c'est encore mieux. Surtout quand on est président de la République, on ne va pas traiter de tous les sujets. On va désigner des gens pour traiter de ces sujets. Et là, il faut être d'une intelligence supérieure, vraiment très supérieure, pour être capable de juger les gens qui vont et de les apprécier et de les motiver également. C'est ce que dit François sur le discernement. Voilà. Ça, donc ça a beaucoup à voir. Bon. Hein. Et là, moi, de ce que j'ai constaté de Marine Le Pen, que j'ai bien connue, c'est pas ça. Elle subit plutôt des influences qu'elle ne va être capable de décerner chez les gens des capacités pour faire. Alors, voilà. je vais vous proposer très intéressant, de changer peut-être d'un petit peu d'angle, parce que c'est vous, Philippe, qui l'avez amené, l'aspect Marion Maréchal, et éventuellement un ralliement de Marion Maréchal à Zemmour. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, parce que j'ai entendu une théorie, je vais vous l'exposer, et j'espère brièvement, qu'en réalité, Marion Maréchal a intérêt à changer de camp, parce que Zemmour est en train de constituer un parti, qu'aux prochaines élections, il risque d'être trop vieux pour se présenter, qu'il aura donc constitué un parti avec des fonds, avec des élus, probablement, dans tous les cas avec des militants, pour le moment apparemment 80 000 militants, et que c'est une armée qui serait prête pour Marion Maréchal, plutôt que d'attendre un tour hypothétique au Rassemblement national, parce que qui sait si Marine Le Pen ne se présenterait pas pour une quatrième, pour une cinquième fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord. Il est clair que ce rush, tout de même, parce qu'on peut commencer à parler de rush quand même maintenant, en direction d'Éric Zemmour, résulte de la conviction qu'ont les migrants vers Zemmour, que Marine, même si elle est au second tour, de toute façon, ne réussira pas à se faire élire président de la République. Oui, mais sauf que les sondages disent que le score d'Éric Zemmour au second tour est bien pire que celui de Marine Le Pen. Petite réserve sur les sondages. Je voudrais connaître les sondages non divulgués au public que commandent immanquablement les dirigeants pendant ces périodes de campagne électorale. Parce que vous savez que les sondeurs font des sondages non publiés. C'est vrai. Pour Macron, etc., etc. Et je serais curieux de connaître ces sondages-là. Ça, c'est le premier point. Moi, pour en avoir discuté avec des hommes politiques, ils m'ont tous dit qu'il n'y avait pas de sondage caché. En réalité, il y a des sondages qui ne sont pas divulgués, mais qu'il n'y a pas de résultats cachés. Ah bah oui. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. Ça, non, mais j'y crois pas une seconde. Hein. Oui, moi j'ai Cyril quand même l'impression... Benassar. Pour parler des sondages, enfin, je ne connais pas le non, détail. Plutôt sur l'aspect Marine Le Pen, Marion Maréchal et ralliement. Alors, Marion Maréchal Le Pen, je n'ai pas le sentiment que son ralliement fera basculer vraiment les choses. Parce que j'ai l'impression que l'électorat Marion Maréchal Le Pen, qui est un peu la droite bourgeoise conservatrice, Zemmour l'a déjà. Plus que Marine Le Pen. Maintenant, sur l'histoire des ralliements, ce qui est assez paradoxal, c'est que Marine Le Pen reste devant Zemmour dans les sondages et que malgré ça,
dans ses troupes, il y a des gens qui la rejoignent. Et je pense que l'impact, le gros avantage de ces ralliements, c'est que ça inspire confiance sur la stratégie de Zemmour, qui est cette union des droites, qui est de rassembler la droite populaire et la droite bourgeoise, l'électorat FN et l'électorat LR. Oui, mais qui ne marche pas pour le moment. Ça ne marche pas, mais on peut se dire, enfin, j'entends un peu autour de moi des gens qui disent que ces gens qui sont dans la politique, qui connaissent les choses un peu mieux que nous, les stratégies, les aboutissements, et qui franchissent le pas alors que Marine Le Pen est devant, ça leur inspire confiance. Ouais. Ça veut dire qu'au final, le pari de Zemmour est le bon et qu'il pourra être gagné. D'accord, ils indiqueraient la victoire. François Bert, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai émis comme hypothèse, le fait que c'était l'intérêt de Marion Maréchal d'aller vers Reconquête, le parti de Zemmour, parce qu'en réalité, elle allait trouver un parti tout constitué. Ce que je pense, c'est qu'il y a sans doute effectivement une difficulté pour elle de déboucher dans le parti où elle est actuellement. Et que donc il y a peut-être une possibilité plus large. On sait qu'elle parle depuis longtemps avec Éric Zemmour, donc là-dessus, il y a un dialogue qui est peut-être plus abouti. En tout cas, si la visée d'Éric Zemmour est de favoriser l'émergence d'autres possibilités, d'autres potentiels, c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Et Philippe Chevrier sera le mot de conclusion. J'ai une petite différence, c'est que je pense que Marion aurait tout à fait une chance au Rassemblement national. Parce que de ce que j'entends des adhérents, ils sont pro-Marion à fond. Donc elle aurait certainement une chance, mais c'est pas sa ligne. C'est pas sa ligne politique. Sa ligne politique, c'est plutôt la ligne de Zemmour. Donc, il est naturel qu'elle aille chez Zemmour. Alors, quant à dire, est-ce que c'est un calcul pour l'élection d'après ? Oui, autrement dit... je ne le pense pas, parce que, d'abord, Zemmour, cela ne sera pas fait. Cette question lui a été déjà posée. Il a dit « je ne suis pas mort encore ouais. ». Donc, très clairement, il ne laissera pas la place très facilement. Ça, c'est une première chose. Et puis, je ne crois pas que Marion ait cette ambition. Je crois qu'elle a plutôt une ambition d'être quelqu'un qui influence la politique plutôt que de prendre en charge quelque chose comme un poste de présidence de la République où, à mon avis, en elle-même, elle ne sent pas pour elle-même. D'accord. Donc, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudra aller. Ok, les gens peuvent maturer néanmoins. Hein. Mais, okay. C'est vrai. Allez, très bien. Allez, on a un petit peu dépassé notre temps. On se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Alors, on est jour d'enregistrement, premier jour, plus de masques en extérieur, fin des jauges dans les salles de spectacle. Dans 2 semaines, je crois, retour à la normale dans les bars. Bref, on voit qu'il y a une sorte de desserrement des conditions sanitaires. Certains disent, mais en fait, c'est une manipulation. C'est une manipulation parce que c'est fait par Macron pour rallier à lui les hésitants et pour prouver qu'il a réussi son coup avec d'un côté tout ce qui s'est passé sur les restrictions et maintenant le retour à la liberté. Est-ce que c'est ça la bonne explication, Cyril Benassar Écoutez, moi j'ai tendance à ne pas voir des manipulations partout. Oui. Le phénomène n'est pas seulement français, il se trouve que ça tombe bien pour l'élection présidentielle, ça tombe bien pour Macron. Il y a une baisse de la courbe des contaminations, il y a un allègement des services de réanimation. Voilà, on arrive à la fin d'une pandémie qui était mortelle et qui ne l'est plus, et ça tombe bien. Et je pense que on est à 400 morts par jour. Hein. Oui. On oublie de dire ça, 400 morts par jour, c'est gigantesque. 200 plutôt. 200 ? Ouais. 200, autant pour moi. Dernièrement, 350, 400 aussi. Voilà, ok. Mais il y a l'effet différé du Delta aussi. Hein. Il y a l'effet différé, d'accord. Oui, enfin, il me semble que la tendance globale, c'est quand même... on voit la fin de cette histoire. Quoi. Donc, et je pense que, globalement, Macron sortira victorieux de toute cette histoire de Covid. On va finir par oublier les restrictions, les absurdités, les mensonges, les arrangements avec la vérité sur les masques, sur ceci, sur cela, parce que finalement, il a évité ce que tout le monde craignait. Le pire, c'était que les services de réanimation soient réellement saturés et que réellement, les soignants soient obligés de faire le tri entre les malades pour savoir lesquels ils devaient sauver et lesquels ils ne sauveraient pas. Ce qui se fait toujours plus ou moins, mais bon...
pas de façon aussi dramatique que les images qu'on avait qui venaient d'Italie, qui étaient là vraiment terrifiantes. Donc il a réussi ça au prix d'un endettement énorme, c'est-à-dire que personne n'a été ruiné. Les mariages sont reportés, il va y avoir une explosion des mariages l'année prochaine parce que tout était tout a été gelé et puis tout reprend, mais personne n'y a laissé sa chemise. Au contraire, moi j'ai des tas de gens, des commerçants, des artisans autour de moi qui m'ont dit avec ce que j'ai touché, j'ai fait des travaux alors que je pensais faire un emprunt pour ça. Il y a une chose. Et puis la deuxième victoire, il me semble, c'est que Macron a réussi, et pas tout seul, à passer pour le coup, à être celui qui est dans le cercle de la raison, dans le cercle d'une attitude raisonnable, gouvernementale. Et il a réussi à établir un clivage entre lui, qui était dans la raison, et puis les fous, qui étaient les antipasses, les antivax, voire les fous dangereux, quand on voit les antipasses qui s'en prennent physiquement, qui agressent physiquement les élus. Et ça... si on prend les manifestations tous les samedis qui ont fini par être assez impopulaires, ça n'a jamais dépassé 10% de la population en termes de sympathie pour ces manifestations. Alors que les Gilets jaunes, au début, avaient 80% des gens avec eux. Au moment où ils disaient qu'on payait trop d'impôts, ce qui fait quand même un consensus en France. Quand ils ont commencé à casser, ça a baissé, ce qui est plutôt sain. Donc, je pense que le résultat, c'est que la politique qui se fait dans la rue, la manif traîne savate tous les samedis, qui était le truc de la CGT, Bastille République pendant des années, c'est devenu le truc des antipasses. Et puis on a eu en fait un espèce de séparation des rôles entre Gabriel Attal, Olivier Véran d'un côté, qui avait l'air plutôt de gens raisonnables, et puis Francis Lalanne de l'autre et Jean-Marie Bigard, quoi. Et avoir réussi à imposer le parti de l'ordre et le parti de la raison, avec la complicité de ces idiots utiles qui agressent les élus, ça lui a rendu un grand service. Alors, il est certain que cette épidémie de Covid a été, pour Emmanuel Macron, un don du ciel, une bénédiction. Ça a gelé complètement le débat politique, ça a empêché complètement de parler d'immigration, d'économie, d'insécurité, d'identité, etc., Et finalement, ayant mis sous cloche le débat sur les questions de fond, l'épidémie de Covid sert admirablement Macron. D'ailleurs, ça le sert tellement qu'on sent bien qu'on essaye un petit peu de prolonger le plaisir tout de même, parce que cette histoire de passe vaccinal, ça commence à sembler extrêmement anachronique, étant donné la très faible létalité de l'Omicron et de son sous-variant. Et ça semble être, je dirais, un contretemps. Mais enfin, il faut retarder au maximum le débat politique de fond d'ici le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. D'accord. François Bert ? C'est la parfaite illustration de la décorrélation dont on parlait tout à l'heure entre la partie politique visible et la réalité du pays, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, là... j'entends une sorte, quand on voit ce qu'on vient de dire sur les chiffres, etc., la synthèse médiatique du sujet. Hein. Oui. Parce qu'on parle quand même de 2% des hospitalisations en France, hein, les chiffres sont sortis quand même l'année dernière, de 4% des reports, 4% des reports d'opérations. La plus grande partie des reports sont un problème de personnel hospitalier. Voilà. Donc, c'est pas lié au Covid. Et on est sur 120 000 morts au total du Covid, ce qui reste quelque chose de lourd, mais c'est 157 000 morts par an du cancer. Voilà. Et donc, on est cadencé, on est là 203 jours, on vit jour après jour sur des chiffres. On ne fait pas pareil pour le cancer, on ne fait pas pareil pour le diabète, on ne fait pas pareil, etc. Donc, voir à quel point on est effectivement complètement focalisé sur ça, comme si c'était l'alpha et l'oméga de nos vies, là où c'est bien sûr pas le cœur de sujet là-dessus. Là où, pour moi, les choses sont nuancées, c'est que je suis assez d'accord sur ce côté de la manière dont il se positionne en partie de la raison, etc. Donc, il crée, pour moi, une sorte de club de la bonne conscience. Il flatte la bonne conscience sur la base tout simplement de la peur. Moi, je viens d'écrire un article là-dessus qui s'appelle « La cité de la peur ». Oui. Donc, je suis absolument abasourdi de voir la manière dont on génère à tous les échelons la peur. Hein. Spéciale mention au Conseil constitutionnel. Je n'ai jamais vu la si faible capacité d'indépendance dans un contexte comme celui-là. Donc, tous les échelons sont verrouillés. Tous les échelons n'osent pas, parce qu'il y a ce spectre de dire « Ah, on va être complice de quelque chose de dramatique, donc on ne peut pas ». Ceci étant posé, moi, je reviens toujours au pays réel. Au pays réel, il y a d'une part le fait que les conséquences de cette gestion-là, pour moi, sont calamiteuses, notamment en termes sociaux, en termes de division interne. Il n'y a pas une famille où ça s'écharpille sur ces sujets-là, en termes de détresse psychologique des enfants. Donc, les dégâts, moi, j'aimerais bien un jour une stat sur les suicides.
et pas que les suicides des enfants, sur les stades des dégâts qui ont été faits de cette gestion des choses, de l'éclatement social que ça a fait. Et ça se paiera. Et la deuxième chose, c'est que c'est un peu le syndrome de Frankenstein. Il y a un moment donné où le monstre, il échappe à son créateur. C'est-à-dire que... Là vous parlez de la pandémie? Mais je parle parle de quoi? De la restriction? Je parle de la pandémie et je parle de la manière dont on est drivé, hein. On parlait tout à l'heure un peu de manipulation des masses, on est drivé comme des enfants face à un instituteur qui nous parle. C'est-à-dire qu'à quel moment on va accepter de dire « Tiens, je te laisse maintenant... » Vous êtes sérieusement en opposition par rapport à Cyril Benassar. Mais là, oui, hein. mais à quel moment on va accepter qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ça y est, tu as le droit Non, d'enlever mais ton lui, masque ». il parle du parti de la raison, vous parlez du parti de la manipulation. Du parti de la manipulation, Oui, mais surtout du oui. parti... Il est apparu comme le parti de la raison, il a réussi à imposer cette image. Voilà, mais maintenant, le parti de l'aliénation, pour aller jusqu'au bout là-dessus. Les Français ont acheté cette... Pour moi, cette là histoire. où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a une forme de... Il y a deux choses là-dessus. C'est qu'il y a une forme de saturation et que c'est exactement comme on voit dans toutes les guerres asymétriques, on en parlera tout à l'heure, et il y a une possibilité de réversibilité. Hein, le sous-titre de mon article, c'est « La peur appelle la peur, le courage de courage ». Là, on est dans une logique de peur où les gens sont de plus en plus asservis, mais il y a un moment où, quand ça se retourne, on peut redéclencher les choses à l'envers. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas des masses aussi uniformes que ça. C'est-à-dire que le pari de Macron, c'était de dire on va mettre les vaccinés contre les non-vaccinés. Pour faire ça. Oui, j'emmerde les 90, non-vaccinés. 10. C'était vraiment ça Sauf l'idée. que, on s'aperçoit de quoi, là, avec les 15 millions de contaminés sur Omicron, qui sont un désaveu massif de la capacité du vaccin à empêcher la transmission. Parce que ça a été énormément invoqué en même temps que la certains formation. vous disent longtemps que ça n'est plus le... Oui, il n'empêche que La promesse par du rapport à vaccin. ça, La question, il y a c'est pas- beaucoup de c'est gens pas ça. qui viennent de Oui. se faire... toutes les personnes, par exemple, qui viennent de se faire la 3e dose et qui s'aperçoivent qu'ils sont aussitôt contaminés et que les galères continuent et que d'aucune façon, ça leur facilite la vie. Oui, mais la promesse, c'est pas ça. Mais non, la mais promesse, c'est la Voilà, non-hospitalisation. c'était de C'est la sauver la vie des non-réanimation. gens. Pas seulement, c'était C'est ça. aussi là-dessus. Et donc, Ouais, on il a y a beaucoup de espéré gens. au début, Il y a mais très beaucoup de vite. gens. Non, mais c'est pas ça, parce qu'il y a avec le pass, vous voyez bien que plus les choses vont aller, plus pour avoir et conserver son pass, va falloir tous les rappels. Et donc, cette masse-là, elle est friable parce que, comme ce n'est pas un monobloc, je suis vacciné, c'est terminé, mais il faut que j'ai les rappels successifs, cette masse-là, pour moi, elle est friable de gens qui n'en peuvent plus de devoir tous les mois recommencer un truc qui, en plus, est très légèrement et très manifestement inefficace sur un certain nombre de sujets. Et donc, pour moi, cette masse est friable. Bon. Philippe Chevrier, sur cet aspect La question, manipulation. c'était est-ce trop-tard. que le desserrement des règles va changer les choses pour la présidentielle? Oui. Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on n'a entendu qu'une seule voix, on n'a entendu que la doxia. Et effectivement, tous les autres étaient bannis enfin, tous les contradicteurs étaient bannis des plateaux télé. Il fallait dire le vaccin, etc. Sur les réseaux sociaux, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a un moment où, quand les choses vont se calmer, c'est comme, vous savez, la fin d'une guerre, etc. Et après, on fait le bilan. Ouais. On fait le bilan de l'action. Et là, dans le bilan de l'action, il y a bien sûr celui qui a mené l'action, qui va la défendre et qui va essayer d'en tirer parti pour la présidentielle. Mais il y a les autres. Et il y a les autres. Et il y aura probablement tous les autres qui vont y aller franco sur les erreurs, les mensonges. Et en gros, on a une séance. Y compris d'ailleurs, je me permets Et ça, juste- ça peut lui coûter très cher. Ça peut lui coûter très cher, à mon avis. Il va On y avoir... a 4 mois, en gros. 4 mois pour que ce bilan soit tiré, parce qu'on est à 60 jours, en gros, du premier tour, 10 avril, du deuxième tour, 15 jours plus tard, et on a ensuite, au mois de juin, les législatives. Mais l'Omicron, c'est vraiment pour Macron une mauvaise nouvelle, si je peux dire. Oui. C'est une Mais catastrophe si je peux pour me Macron. permettre Mais pardonnez-moi, attendez, juste un aspect. Parce qu'il est inoffensif. Oui. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Macron parce que l'Omicron est inoffensif relativement. Il ne fait plus peur. Et pour Il ne revenir fait plus peur. au syndrome François, Frankenstein, brièvement. il y a 3 catégories de gens. Ouais. Il Vous y a m'inquiétez les- quand vous m'en dites 3 Oui, à 10 mais c'est minutes. vite dit. Il y a Ouais. les ayatollahs qui vont dire toujours c'est pas assez, attention, on se relâche, c'est terrible. Oui. Il y a les non-vaccinés, et derrière toute une série de gens, il y a ceux qui s'expriment, il n'y a pas que les antipasses et les antivax, enfin c'est un truc plus compliqué que ça. Oui. Et il y a justement, pour moi, les floués, les cocufiés, qui s'aperçoivent qu'on leur a vendu que le vaccin était l'alpha et l'oméga de la réponse au sujet, et qui s'aperçoivent que c'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse au sujet. Alors, mais Moi, je crois quand même que Cyril, sur cette Cyril histoire de Benassar. vaccin, il n'y a pas seulement une servitude, on n'est pas pris pour des enfants, et c'est pas seulement la doxa qui fait qu'on se comporte comme ça. Moi, je vois autour de moi un énorme consentement
à ces histoires de vaccination, de port du masque. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement le ministre de la Santé ou le ministre de l'Intérieur qui, de façon autoritaire, dira « vous allez faire ça » sans s'expliquer. C'est un consensus chez les soignants, c'est les médecins. En réanimation, ils répètent sans arrêt. On a des témoignages de soignants dans les services de réanimation qui disent « on en a marre de ces non-vaccinés qui viennent encombrer nos services ». Qu'est-ce qu'ils attendent pour se faire vacciner ? Et maintenant, quand on fera le bilan, on se rendra compte quand même qu'il y a une réalité, c'est que 80% des gens en réa étaient des non-vaccinés. Non, pas 80 déjà. Attendez, C'est le chiffre qui a été... C'était plutôt dans les 50. Dans les 50. Pendant longtemps, on nous a dit « et ça venait des services de réanimation ». Ça dépend comment on sait lire les chiffres. Mais même, encore une fois, on est sur quelque chose de marginal. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, le cœur de sujet depuis 2 ans, mais depuis plus de 15 ans, c'est les lits de réa. Ils ont diminué. Ils ont continué à diminuer depuis 2 ans. Ouais. Le cœur de sujet, les gens saturent. Pourquoi ? Parce qu'on a bien, au niveau militaire, des forces prépositionnées. Pourquoi on ne ferait pas pareil au niveau des lits de réa ? On sait qu'on rentre dans des crises de plus en plus complexes, dans un univers mondialisé. Parce qu'il y a une question de dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on a le choix. Soit on fait vacciner les gens, c'est-à-dire une piqûre, soit on arrose encore dans la dépense publique pour ouvrir des lits de réa, pour pouvoir absorber vous avez vu le prix des tests, vous avez vu le prix de qui tout ont ça peur d'une piqûre. Je sens bien que je ne vais pas vous réconcilier. Je pense que pour moi, il y a une faille. Non, mais il y a peut-être un problème de quantité de lits de réa, mais c'est pas la solution non plus d'en ouvrir sans fin, parce que des gens ne veulent pas se faire vacciner. C'est pas sans fin. Si, il y a un moment, je voudrais vous faire absorber. On a peur d'être débordé. Suffisamment pour absorber la crise. Messieurs. On peut aussi réduire les malades. Pour moi, il y a une contradiction dans ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est que certains d'entre vous disent Macron, le grand manipulateur. OK. Macron qui a mis les teignoirs sur la France. Très bien. Mais c'est aussi celui qui pilote actuellement le desserrement des contraintes. Or, vous dites, Philippe, et vous dites, Laurent, que le desserrement des contraintes va faire changer le débat. Le débat, il risque de s'ouvrir vers les sujets qui n'ont pas été abordés. On vient d'avoir l'exemple. On vient d'avoir l'exemple. Vous avez vu le débat aussi acharné qu'il a pu être. Mais ça, c'est toujours à l'instant sur votre plateau. C'est exactement ce qui va se passer. Macron est obligé de desserrer les contraintes, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ça y est, l'exaspération monte, et que justement, ce que vous veniez de dire tout à l'heure, la friabilité, là, il commence à y avoir la réaction de rejet. Bien sûr. C'est ça le renversement dont parlait François. C'est ça qui est embêtant pour Macron. C'est pour ça qu'il dessert les contraintes. Et c'est pour ça que je dis que l'Omicron, c'est un handicap pour lui. Parce que il est si peu virulent, si peu méchant, cet Omicron, que justement, Macron est obligé de les desserrer, les contraintes. Il faut bien comprendre. Mais est-ce qu'il n'est pas encore... Pardon, je vous cède la parole. Est-ce qu'il n'est pas en train de prouver qu'il est aux manettes ? Quand on élit un président de la République, on élit quelqu'un qui est aux manettes, qui est le pilote. Et le type, il a fermé et il est en train de réouvrir. Est-ce qu'il ne prouve pas que c'est lui le patron et on ne change pas de patron ? Sauf que mais sur le plan médiatique, Franck, ce qui s'est passé, c'est que pendant maintenant des mois et des mois, on n'a eu qu'une seule parole. Hein. Et voilà. Et les autres étaient des parias. Et on ne les montrait pas, on ne les montrait pas à la télévision. Maintenant, c'est fini, ça va être fini. Et on a eu un exemple là, à l'instant. Vous allez avoir un débat qui va remettre les choses en place. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Macron. Voilà. Très, parce qu'on va aller sur le fond, on va aller sur les lits d'hôpitaux, on va aller sur ce que sera demain la menace d'une vraie pandémie. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une petite pandémie qui n'a pas fait grand mal. On est tous d'accord là-dessus. Demain, on risque d'avoir une pandémie extrêmement grave. Comment fait-on ? Et là, on n'a pas la réponse. Si je fais une comparaison militaire, on a fait une mobilisation générale pour un incident de frontière. Donc comment on fait quand il y a vraiment une guerre ? Oui, on peut aussi se dire que c'est l'exercice en grandeur réelle qui a fait que beaucoup de gens dans le monde occidental, parce que, encore une fois, ces pandémies, l'Orient les connaît. Et d'ailleurs, tout le monde riait quand un Japonais ou un Taïwanais arrivait en France et dans les files du Louvre gardait son masque. Tout le monde se disait, vous avez vu les jaunes, ils sont complètement dingues. Maintenant, plus personne ne rit. Et parce qu'eux, ils savaient déjà. Ils avaient déjà vécu des pandémies comme ça. Donc certains disent, au contraire, c'est un exercice grandeur réelle qui va avoir coûté beaucoup d'argent, mais qui fait qu'on est prêt.
Non, vous pensez pas ça? Non, on parce n'est pas qu'encore prêt, on non. voit, encore On une n'est fois, pas quand on voit les conséquences de la surmobilisation en termes de fatigue générale, je pense qu'on n'est pas prêt, non. D'accord. Ça veut dire qu'on est dans une nation qui, si demain elle affronte un danger plus grand, va devenir de plus en plus friable par lassitude? Elle n'est pas organisée pour. Oui, Elle est et pas puis organisée. surtout, on a tellement jaugé les choses au fil de l'eau, de manière tellement tatillonne, point par point, qu'au bout d'un moment, c'est surréaliste. Quand vous voyez, je donne juste exemple, j'entendais ça ce matin, il y a une rouverture des salles de spectacle, Oui. avec l'impossibilité qui n'a toujours pas été levée, que les gens soient debout. Ah oui. Donc vous avez des salles de spectacle, on Les leur a dit, on jauges, vous enlève la jauge, mais vous n'avez pas le droit d'être debout. Ouais. Voilà. C'est ça. Ça, c'est parmi les 10 000 exemples qu'il y a eu de cafouillerie gouvernementale. D'accord. Cyril Ça, oui, Benassar. oui, il y en a toujours dans toutes les crises. Hein. Je crois que l'administration, il y a des injonctions contradictoires, il y a on s'organise comme on peut. Je crois que depuis le début, ils naviguent à vue. Et pour cause, c'est un cas, mondialement, ça se passe comme ça, quoi. Non, On sait quand pas où vous on êtes, va avec la- monsieur. Quand avec vous le- êtes organisé, Philippe Chevrier. vous mettez en place des cellules de crise, vous mettez en place des responsables qui ont été désignés à l'avance, avec des procédures établies à l'avance, etc. Là, ce qui est apparu, c'est que nous n'étions pas prêts, très clairement, et que, mais ce qui m'inquiète, moi, et ce qui va inquiéter les gens aussi, c'est que demain, on n'est encore pas prêt. C'est qu'on n'a pas tiré les leçons de cette affaire et que le gouvernement n'a pas pris les mesures pour être prêt demain à faire face à une pandémie beaucoup plus grave. Et ça, ça va Des inquiéter les gens. mesures qui seraient beaucoup plus restrictives. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se plaindre de ce qui s'est passé pour dire, dans un cas beaucoup plus grave, on n'est pas prêt? Parce que si le cas est beaucoup plus grave, on peut s'imaginer que véritables restrictions de circulation, alors qu'en réalité, elles ont été quasi inexistantes, parce qu'il n'y avait pas de vérification. Et qu'on s'en sort avec un pays qui est profondément divisé. Ouais. Et d'une Ça, part, c'est ce qui vous semble le plus important. Et que la parole publique s'est complètement décrédibilisée. Il y a eu tellement de mensonges au niveau de l'État sur des chiffres, sur la manière de faire, que la parole publique, pour moi, est décrédibilisée. Ouais. Cyril Benassar disait le que... milieu médical aussi. Hein. Le Et, milieu Oui, et c'est contrairement, ça. il n'y a pas d'unanimité médicale du tout. Non. Il y a beaucoup d'acteurs médicaux, justement, qui en peuvent plus, qui en ont marre qu'on leur dise tout et n'importe quoi depuis si longtemps, qui s'arrachent les cheveux, qui savent très bien que le problème, notamment des l'hydra, ça fait 15 ans qu'il est soulevé. Et pour moi, il n'y a pas du tout d'unanimité médicale là-dessus. Non, pas sur tous les points. Sur certains chiffres, certains points, il y avait un consensus médical. Maintenant, effectivement, ça a été une des difficultés pour ce gouvernement à prendre les décisions, c'est qu'il n'y avait pas de consensus médical et qu'il ne pouvait pas se tourner ni vers les autres pays. Personne n'avait la bonne solution. On pensait que c'était la bonne solution, le confinement, puis finalement non, c'était ceux qui ne confinaient pas qui s'en tiraient le mieux. Et après, c'était l'inverse. Ça a été très compliqué à gérer, cette crise. Sachant que beaucoup disent que la France est un pays ingouvernable, pays de Gaulois ingouvernable, incapable d'établir le moindre consensus. C'est sûr En que si on était des réalité aussi. Taïwanais, on aurait été tous enfermés Ouais, voilà, c'est ça. à double tour. Et puis, voilà, Oui, ce qui se passe en Chine, hein, les gens sont enfermés. Et ils de l'autre protestent. côté, les Parce gens parce qu'il n'y avait rien de prévu à l'avance. Tant que vous ne mettez pas en débat les procédures qui sont à mettre en place quand on est dans le cas d'une crise, eh bien, vous êtes contraint de décider au jour le jour. Les gens peuvent être d'accord sur une procédure. À partir du moment où les gens le sont et que les choses sont décidées, légalisées, etc., quand l'incident arrive, tout le monde se cadre sur les procédures qui ont été avalisées précédemment. Il n'y a pas de problème. Et l'Europe du Nord est un exemple flagrant de ce type d'organisation. Les gens pensent avant. Ils pensent collectif avant. En France, malheureusement, on a ce problème qu'on ne veut pas s'emmerder avec des problèmes qui n'existent pas, et on verra bien, quand ça va arriver, on va se débrouiller, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, il faudra en sortir un jour. Okay. La grande nouvelle, et on va conclure là-dessus, c'est que Philippe Chevrier voudrait que les latins deviennent suédois. C'est pas gagné, je connais bien la Suède. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie. À tout de suite. Bonjour, troisième et dernier sujet, l'Ukraine. Alors, bruit de bottes en Europe de l'Est, menace d'invasion de la Russie qui a massé une centaine de milliers d'hommes à la frontière ukrainienne.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien? Moi, je vais demander à Laurent Arthur Duplessis de nous éclairer. Eh bien, non. Je ne pense pas que la Russie ait l'intention d'envahir l'ensemble du territoire ukrainien. Et j'en veux pour preuve le fait que, certes, Moscou a massé plus de 100 000 hommes aux abords à la frontière de l'Ukraine, mais l'état-major général russe n'a pas installé le dispositif en profondeur qui serait le prélude à une guerre à grande échelle, à savoir des hôpitaux militaires de campagne, des oléoducs pour acheminer, des oléoducs de campagne pour acheminer en grosse quantité le carburant, dont une opération militaire d'envergure est extrêmement vorace. Aussi bien pour les avions que pour les véhicules. Oh oui, et etc. Donc, il n'y a pas le dispositif logistique qui serait nécessaire pour une opération militaire à très grande échelle pour envahir l'ensemble du territoire ukrainien qui est vaste, etc. Donc, alors attendez, j'entends une nuance. Vous dites, pour ne pas envahir l'ensemble du territoire? Oui, alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait... Peut-être y aura-t-il une opération peut-être sur le Donbass. Oui. Qui est déjà en... Qui est majoritairement russophone. Et grouillant de militaires russes déjà. Alors, pas officiellement, mais Oui. disons de conseillers militaires, si on veut. D'accord. Mais alors, ce serait une chose d'éventuellement prendre possession du Donbass, qui est un petit morceau du territoire ukrainien, largement russophone. Ce serait une autre chose d'aller occuper Kiev, etc. Il y a une théâtralisation de cet affrontement qui est un affrontement entre les Russes et les Américains. Les Européens servent des Américains vassaux serviles, vassaux soumis, comptent pour du beurre, et Poutine parle à Washington. Et Poutine a déployé ce contingent militaire extrêmement important pour qu'on l'écoute. Parce que sinon, on ne l'écoute pas. Mais pardon, je vais faire circuler la parole. À quoi ça rime 100 000 hommes si, en fait, ils viennent sans munitions et, ça et sans casque, ça quoi. rime que tout de même le dialogue s'installe. On peut faire la guerre, on peut envahir un territoire sans effectivement le soutien logistique qui a fait les réussites napoléoniennes. Hein. Napoléon, la réussite de Napoléon, c'est le train, on va dire. Hein, les pontonniers. Et l'économie des moyens dans les trois principes de la guerre. Après, bien sûr qu'il faut la logistique et c'est comme ça que toutes les différences ont été faites. Donc c'est de la gesticulation. Mais pour moi, c'est de la dissuasion. Là où c'est intéressant, c'est de la dissuasion pour négocier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'enjeu, et avec les Américains, c'est Nord Stream 2 notamment, le projet. Et donc s'installe, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Laurent, s'installe en fait les possibilités d'un dialogue. Il faut savoir qu'en termes de stratégie actuellement, Poutine, qui est un judoka, il ne faut pas l'oublier, utilisation de la force de l'adversaire. Et un ancien du KGB, j'ai eu. Mais dans l'esprit, il est judoka. Et j'attendais récemment, c'est Churchill qui disait ça, qui disait comment comprendre l'action de la Russie. Il dit c'est une devinette enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Mais au-delà de ça, si vous voulez, profondément, Poutine a compris le principe de la guerre asymétrique, qu'on voit sur le côté terroriste, mais qui peut être fait aussi en classique. Des chiffres simples. En Syrie, avec 4000 personnes, il a été bien plus efficace, en aidant le régime syrien à 4000 personnes, que les Américains qui ont envoyé 165 000 soldats en Irak pour le fiasco qu'on connaît. Et donc on n'est pas dans une logique de démonstration de puissance, de conquête, on est dans une logique de dissuasion, de rapport de force et de négociation. Mais pour aboutir à quoi? Pour repositionner ses intérêts, il y a une dimension, il y a bien sûr un lien historique avec l'Ukraine qui est quand même le cœur de la Russie de départ. Anne de Kiev, on en sait quelque chose. Mais bien au-delà, il y a le fait de se positionner sur des sujets où s'articule justement la friction avec les États-Unis et l'Europe qui est au milieu effectivement assez passif, donc d'installer une possibilité de négocier. Oui, notamment parce que le souhait de l'Ukraine était de rejoindre l'OTAN. Et l'Union européenne, je dirais, c'est quasiment la même chose. Oui. Et les Russes
eux, n'ont pas digéré la façon dont Washington a procédé à la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique. Il était entendu, alors c'est nié par les Américains, mais il était entendu au moins oralement. Gorbatchev avait reçu la promesse, au moins orale, mais il a eu le tort de ne pas la faire écrire, mais bon, que l'OTAN ne pousserait pas ses avantages jusqu'à la frontière russe. Ça, c'est un accord qui a eu lieu de mémoire entre le secrétaire d'État de George Bush, Oui. père, c'est Oui. ça? Oui. J'ai oublié le nom de ce secrétaire d'État. Oui, Vous aussi. ça Bon. va me revenir. Ça, Et alors, ok. et ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été respecté. Que même si on nie cette promesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas vrai, ça n'a jamais Tant été que c'est pas promis. écrit, oui. C'est même pas la question de savoir si ça a été promis ou pas. Ouais. C'est même pas ça la question. Le pacte soviétique, le Comecon, a été arrêté, dissous. La Russie est devenue la Fédération de Russie, amputée de toute l'Asie centrale. Il reste encore 17 millions de kilomètres carrés. Et face 140 à ce millions d'habitants. désarmement, si on peut dire, soviétique, il n'y a pas eu de désarmement du côté OTAN. Or, qu'est-ce que c'est l'OTAN? L'OTAN, c'était une structure de défense contre les soviétiques. C'était défensif. Alors, à partir du moment où l'Union soviétique devient la Fédération de Russie, à quoi ça rime? Non seulement de maintenir l'OTAN, mais en plus de l'étendre jusqu'à la frontière de la Russie. Alors on va dire, ah oui, mais les Polonais, les Hongrois, tout ça, voulaient ça. Mais on n'est pas aux ordres des Mais Polonais. est-ce qu'on n'est des pas... Je vais vous céder la parole, Philippe Chevrier. J'entends bien Laurent Arthur Duplessis. Quand on va en Pologne, Oui, les gens sont profondément anti-russes, Oui. profondément anti-communistes, oui. même Et si alors- la Russie n'est et plus alors- communiste. Et c'est pour ça qu'ils ont, Et alors- effectivement, ils sont tournés vers l'Occident. Et alors, Est-ce qu'on n'est pas dans le... c'est pour ça qu'il faut céder à leurs attentes. Mais en Ukraine, les gens ont voté Zelensky, le nouveau président, Oui. depuis Et 2019, oui. qui est clairement pro-occidental. Oui. Est-ce que finalement on peut quelque chose contre les peuples, Philippe Chevrier? mais pourquoi faudrait-il céder aux injonctions de ces pays-là? Parce que peut-être que ces pays, c'est les peuples, Philippe Non, Chevrier. vous avez raison, on peut rien contre les peuples. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on pose là pour la future élection. Vous avez vu qu'il y a des candidats qui disent on va faire des référendums et comme ça le peuple s'exprimera et on pourra être au-dessus des traités que nous avons signés au préalable. Donc oui, on ne peut rien faire contre les peuples. Mais le problème de la Russie est différent. La Russie n'a pas vocation à envahir ce pays. Même si l'Ukraine a été quand même à l'origine un peu de la Russie soviétique, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, Poutine, c'est pas dans sa tête d'aller envahir l'Ukraine. Mais ils se sont menacés. Voilà. Parce que vous avez exprimé tout à l'heure. Et il essaye de dire, ça suffit. Ça suffit. C'est ça. Je ne laisserai pas l'Ukraine rentrer dans l'OTAN, etc. Alors, quelle est la position de la France par rapport à ça? C'est ça la question. Parce que, étant dans le commandement intégré de l'OTAN, on est perçu, en tout cas par la Russie, comme étant un pion des États-Unis. On ne peut pas être perçu autrement. Même si Macron essaye de développer une relation spéciale mais avec... ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Il n'est pas crédible. Le président de la République française ne peut être crédible vis-à-vis de la Russie que si on sort de ce commandement intégré. C'est évident. Et c'est un des sujets, d'ailleurs, de la prochaine campagne présidentielle. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi ne pas accepter le gazoduc Nord Stream 2, mais pour les Allemands, met c'est les vital. Allemands dans la main de... Pour les Allemands, Nord Stream vital. 2, c'est vital sur le plan économique. Parce que sinon, et ça, les Américains, du temps de Trump, ont déjà voulu interdire Nord Stream 2, et Trump a proféré de lourdes menaces contre les entreprises qui collaboraient à Nord Stream 2. Trump était, pour ça, le pire ennemi de l'Europe, il faut bien le savoir. Et pourquoi les Allemands ne peuvent pas se passer de Nord Stream 2? Parce qu'ils ont supprimé le nucléaire chez eux, et parce que s'ils renoncent au gaz russe, ils vont acheter au moins au double du prix le gaz naturel liquéfié américain, qui est le gaz de schiste, et les Américains veulent leur enfoncer dans le gosier leur gaz ultra cher. Et là,
Les avec le paradoxe, c'est d'acheter un gaz issu de techniques extrêmement polluantes, alors que les Verts sont au pouvoir. Ben oui. Ouais. Alors, cette incohérence est telle que même ces pauvres Allemands qui sont hébétés depuis l'expérience nazie, qui ne s'en remettent pas, évidemment, tellement cette expérience a été funeste et sinistre, eh ben, même eux, ils font quand même obstacle à leur maître américain, à leur patron américain, qui les dirige complètement en politique extérieure. Mais là, ils sont quand même obligés là de dire non, parce que là, c'est vital pour l'économie allemande. Cyril Benassal, je vous ai senti bouillir moi, je vois, il y a deux légitimités qui s'affrontent en réalité. Il y a effectivement Poutine qui se sent doucement assiégé. Ça a commencé en 2003 avec la Géorgie, avec cette annexion d'une région séparatiste par le Saakashvili, je crois, et puis Poutine qui est intervenu et ça a bardé. Ensuite, il y a eu les pays baltes qui se sont rapprochés de l'OTAN. Après, il y a eu la révolution orange, Maïdan, en Ukraine. Et là, Poutine dit maintenant, effectivement, ça suffit, on arrête. Mais il y a une autre légitimité qui est une légitimité occidentale, européenne, qui est celle qui s'appuie sur les droits de l'homme. C'est-à-dire les droits de l'homme et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, on avance ça en disant si les Baltes, si les Polonais, si les Ukrainiens choisissent l'Europe et l'OTAN, il n'y a aucune raison de ne pas respecter leur choix. Mais ce n'est pas du tout la logique de Poutine et même de la Russie historique. Il n'en a absolument rien à faire des droits de l'homme. On voit à tous les niveaux, chez lui et chez les autres. Pour lui, ce n'est pas la question. Il a des intérêts stratégiques à défendre. Et le fait que l'OTAN se rapproche alors qu'il avait dit non, pour lui, c'est inacceptable. Et le rôle de la France, effectivement, on aurait un rôle énorme à jouer dans cette histoire. C'est-à-dire être l'arbitre, être celui qui garantit et qui inspire confiance à Poutine en garantissant que jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN avec son droit de veto. C'est ce que l'Allemagne et la France avaient fait, mais Poutine n'a aucune confiance dans les pays européens qui sont effectivement beaucoup plus atlantistes et puis qui peuvent changer d'avis. Alors il y a une solution, c'est ce qu'on appelait la finlandisation. Souvenez-vous de la Finlande, qui était un pays neutre et qui était qui était aussi un pays d'ailleurs où tout le monde venait pour se parler. Oui, est-ce que ça ne serait pas la solution pour l'Ukraine ? On peut remarquer quand même une chose, c'est que l'Ukraine, qui voulait entrer dans l'OTAN, etc., mais là, Zelensky, le président ukrainien, est quand même très inquiet de la tournure des événements et de l'agressivité de Washington dans cette affaire, parce que même lui essaye de calmer le jeu et ne voudrait pas que tout ça finisse par déraper quand même, vous voyez ? D'accord. Là où c'est intéressant, c'est une occasion de positionnement. Un des atouts qu'a aussi Poutine, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, c'est qu'il a une rapidité de chaîne de décision, puisqu'il est tout seul, il est seul acteur. Oui. Là où l'Europe... Il semblerait même que ses collaborateurs ne soient pas au courant de ses décisions. Oui, on revient à l'énigme. Mais là où l'Europe a une telle difficulté à se coaliser de manière ordonnée, et ne serait-ce que parce que la politique d'un État est dans sa géographie, donc vous ne pouvez pas interpeller de la même façon la Pologne, qui est court-circuitée par le gazoduc, des trucs, et voilà. Et donc, c'est là pour moi que, parce que justement, il y a cet atout-là, c'est là que le rôle des nations est convoqué à nouveau. Et c'est là que la France devrait absolument avoir une autonomie dans sa possibilité de prise de parole, dans sa manière de jouer justement les choses différemment. Et c'est là aussi, ça fera le lien avec le sujet précédent, qu'il est absolument vital pour moi de sortir du mimétisme international dans lequel on est tombé et dans lequel on est tombé dans une démonstration par principe de précaution, de la barbichette du principe de précaution, que tout le monde a plagié tout le monde et que 50% des décisions étaient autant faites pour faire comme les autres, pour pas qu'on se reproche, etc., que par... Voilà. Et avec aussi la possibilité, ce qui nous ramène au premier sujet, du temps long. C'est-à-dire que c'est marrant, on fait une bonne synthèse, mais pour pouvoir faire une politique... Je vous laisse faire. Il faut rentrer dans du temps long. Ouais. Il faut accepter le principe, et c'est là qu'un chef d'État devrait être convoqué, et c'est là que à vouloir faire les souverains et le roi thaumaturge, il faut le faire vraiment avec une vraie politique de long terme, plutôt que d'être un intermittent de l'éclat sur des sujets périphériques pour expliquer comment on aère les chambres. C'est la difficulté. C'est qu'il faut rentrer dans un temps long, dans une réflexion de temps long, avec une moisson différée, ce qui explique de ne pas, encore une fois, faire de la politique à la semaine. Sauf qu'en démocratie, il faudrait que l'Europe cesse d'être une église droit de l'homiste. L'Europe fonctionne comme une église. L'Europe veut se mêler des mœurs et des pratiques des uns et des autres. Sauf trop de la Chine quand même, on remarquera, parce que la Chine, il ne faut pas trop s'y frotter, n'est-ce pas ? Bon, de même pour l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Mais alors,
la Russie, s'accommode. Poutine, ça on peut le conspuer. Et pourtant, est-ce que l'intérêt de Poutine, comme notre propre intérêt, ce serait pas d'amener Poutine dans notre camp? Bien C'est-à-dire sûr, du côté de mais l'Europe. l'intérêt des Européens, c'est de se lier à la Russie. Et vous savez, l'obsession de Washington, c'est d'empêcher n'arrive pas. cela. Oui, c'est d'empêcher ça. L'obsession de Washington, c'est d'empêcher une synergie entre les pays d'Europe et la Russie sur le plan économique, parce qu'à ce moment-là, ça aurait une telle puissance, cette synergie-là, que l'économie américaine aurait beaucoup de concurrence et de soucis à se faire. Et notamment, l'obsession de Washington, notamment, c'est d'empêcher un rapprochement de la puissante industrie allemande et des 17 millions de kilomètres carrés plein de ressources de sous-sol de la Russie. Sachant que la Russie, c'est un paradoxe. Hein. Ouais. C'est 17 millions de kilomètres carrés, mais le PIB de l'Espagne. Eh ben Avec justement, 3 fois plus mais elle a d'habitants. besoin des capitaux européens, la Russie. Elle a besoin du savoir-faire européen. Imaginez, ne serait-ce qu'en Sibérie, sur les activités d'extraction du pétrole et du gaz, etc., ce que ça donnerait Avec la fonte du permafrost. si Total et les Eni italiennes, etc., pouvaient donner libre cours à leurs capitaux et à leurs technologies dans l'immense Sibérie pour faire mieux, beaucoup mieux fructifier les 17 millions de kilomètres carrés. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la sera le structure mot de de la l'Union, fin. que la structure de l'Union européenne est un atout justement pour les Américains, parce que un État, une nation, elle a des intérêts, une direction qui sont clairement identifiables. Tandis que l'Europe, surtout telle qu'elle est construite avec une hiérarchie et avec un personnel politique complètement coupé, complètement technocratique, est d'autant plus manipulable par influence et par lobby qu'elle n'a pas un intérêt clair. Ouais, ouais, elle n'a pas une direction Ouais, claire. c'est ce que je dirais, c'est que c'est aussi une église droit de l'homiste. Oui, je veux bien le croire, même si moi je trouve qu'il faut rester attaché quand même à un idéal où. Non, on ne fait a pas de la envie- politique étrangère avec un Bah, idéal. un peu surtout quand même. qu'on- Je qu'on dis l'idée qu'on ne va tout le pas temps. écraser les individus. C'est neuneux, pour, ça, c'est neuneux. Peut-être, c'est C'est neuneux. neuneux, je dirais que neuneux. c'est quand même aussi notre En tout cas histoire. que- Mais la deuxième chose, c'est que l'Europe, effectivement, comme vous le disiez, c'est des intérêts divergents entre nous et les Allemands. On voit, quand il s'agit de s'attaquer aux GAFA, les Allemands disent niet parce qu'ils ont leur industrie automobile. Et puis, avec les Russes, ils ont le gaz. Pour revenir à Maintenant, l'Ukraine, je crois est-ce que... que je voudrais dire Le vrai mot de la fin, ça va être Oui, oui, Philippe. juste une dernière chose. Cyril, Oui, pardon. Pour revenir à Je l'Ukraine, vais pas y arriver. Un mot, Allez, un puis mot. je vous laisse finir. Je voudrais que la France a quand même un rôle à jouer et il manque pas grand-chose parce qu'on a les atouts pour ça. On a la souveraineté énergétique avec le nucléaire qui fait qu'on n'est pas comme les Allemands dépendants du gaz et on a un armement qui nous permet de peser. Donc il suffirait peut-être d'un peu de courage pour être un arbitre indépendant, sortir de l'OTAN, assurer des garanties à Poutine et lui inspirer confiance pour revenir dans la cour des grands et puis être de ceux qui comptent. en ce qui concerne Allez, l'Ukraine, Philippe. je crois qu'on peut dormir tranquille parce que ni Biden ni Poutine ne se préoccupent beaucoup de ce sujet. Le sujet principal pour eux, c'est la Chine. Ouais. C'est pas l'Ukraine. Ok, écoutez, c'est le mot de la fin. Espérons que dans 15 jours, la date de la prochaine émission, on ne se retrouve pas tous avec un casque sur la tête, bon, ou un masque à gaz à côté de nous. Et c'est la fin, hein, vous le savez bien, mais en même temps, Ignace a pas mal travaillé. Je le vois en train de crayonner comme un forcené pour finir à l'heure. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour voir les merveilles et les têtes qu'il nous a faites. À tout de suite. Allez, ça y est, on a le fruit du travail d'Ignace. Dieu sait s'il a bossé. Allez, oh, qu'il est beau. Bravo. Merci, Cyril. C'est Oh, formidable. ça va, ouais. C'est pas ce que je vois dans ma glace, mais je trouve ça superbe. Ah, formidable. François, il y en a toujours un qui a l'air d'être un peu neuneux. C'est sur François que ça tombe. Dis donc. Oui, je sais, je devrais pas. Hein. Parfait. Philippe Lévrier aussi est dans le club de ceux qui sont très contents. Merci. Ah oui, les yeux de Laurent Arthur Duplessis. Mais en fait, Laurent ne louche pas. Je dis, bah, attention. Bravo, Laurent. Allez, ça y est, maintenant, ça va concerner conflit entre nationaux. Un bisou. Oui, c'est ça. Parfait. Et moi au milieu. Ah, je ne suis pas gâté. Hein. Enfin voilà, je tire les fils de Zemmour et de Marine Le Pen.
Depuis le 2 février, on tombe le masque à l'extérieur. Ah, excellent. Ah oui, très Le bien. 24 avril, on le tombera à l'Élysée. Bien vu. Très joli. Ça, c'est digne d'un grand quotidien. C'est extrêmement beau. Merci beaucoup, Pignas. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À très vite.